Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Combiner IA et expertise en assurance pour conquérir les géants. Eric Sibony, CSO et cofondateur de Shift. Une solution informatique n'est utile que si elle est utile à ces gens-là. Et pour que ce soit utile, on a besoin de comprendre s'il y a une alerte, pourquoi l'alerte pense que c'est suspect. Si l'alerte dit juste c'est suspect à 98% sans expliquer pourquoi, ou si elle donne des explications mathématiques qui en gros n'ont aucun sens pour la personne, ça les aide pas. En fait, ils ont besoin de comprendre pourquoi, parce que face à un cas, ils ont besoin de contexte pour les guider en fait, pour savoir quoi aller chercher dans leur investigation, parce qu'ils auraient potentiellement 100 façons d'aborder le cas, mais si la solution ne guide pas, ils vont pas le faire, ils vont perdre leur temps. Dans cet épisode, je rencontre Eric qui nous explique comment Shift aide les assureurs à automatiser et optimiser un certain nombre de prises de décision grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il nous parle de leur équipe de R&D de choc qui met à profit son expertise fine en assurance, adapte ses modèles d'IA aux dernières innovations tout en prenant au sérieux les sujets réglementaires et de protection des données extrêmement critiques dans cette industrie. Eric nous présente les développements plus récents de la scale-up, en particulier sur les sujets de lutte contre le blanchiment d'argent, en reprenant des exemples typiques de fraude et décrit la manière dont le modèle devient une véritable aide à la décision pour les enquêteurs. Nous évoquons la stratégie d'acquisition de Shift sous un angle géographique, au travers des partenariats avec les géants Guidewire et Salesforce, ainsi que la manière dont l'expansion mondiale s'est opérée. Difficile de résumer toute notre discussion, tant elle est profonde. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Solène. Merci beaucoup de ton temps. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs ? Donc, je m'appelle Eric Sibony, je suis un des cofondateurs de Shift. On était donc deux au démarrage. On s'est rencontrés à l'école, l'ingénieur. On a fait un stage. Et ensuite, on a démarré cette entreprise avec un troisième fondateur qui nous a rejoint. D'accord. Moi, en termes de profil, donc profil d'ingénieur, et puis derrière, j'ai fait une thèse en maths. Donc, c'est un peu c'est ma spécialisation, mais donc maths, modélisation. Et aujourd'hui, je dirige le produit chez Shift. Donc, globalement, je dirige, on va dire, la stratégie d'investissement de quoi construire comme fonctionnalité pour toujours améliorer le produit, dans quel ordre. Et donc bien sûr je fais pas du tout de maths à ce stade, mais donc la thèse que j'avais faite m'avait permis de justement avoir un premier point de vue, de bien creuser le sujet de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui bien sûr à la base de ce qu'on fait. D'accord. Donc la rencontre avec Jérémy s'est faite dans un stage, c'est ça ? Est-ce que c'était un stage en assurance ? Oui, en fait on se connaissait d'école et on a fait ce stage ensemble chez un assureur. Ce qui était intéressant, c'est que c'était un stage qui était dans les équipes opérationnelles. De quoi ? De la gestion des sinistres ? Exactement, de la gestion des sinistres et en particulier de la gestion de la fraude. Ouais. Ce qui nous a permis vraiment de côtoyer ces personnes et de comprendre en fait leur métier, pas dans les détails, mais de comprendre en particulier le besoin que ces personnes avaient au regard d'une solution de détection automatisée. Et est-ce que quand vous avez fait ce stage, l'idée c'était pour vous d'aller travailler sur ces problèmes opérationnels ou pas du tout ? C'est arrivé par hasard ? Non, le stage était sur le sujet. Ouais. Et il se trouve que le stage donnait un peu cette autonomie. L'idée était de voir, globalement pour l'assureur, c'était de voir ce qui était possible de développer en interne. Parce qu'en fait, il regardait le sujet et il s'était dit, c'était pas un gros investissement de prendre des stagiaires pour creuser le sujet. C'est clair. Bon, après, vous êtes des X, donc avec un cerveau bien fait. Et donc, vos findings à l'issue de ce stage, c'était quoi ? Ça se résume assez bien en un principe central, qui était vraiment ce qui revenait toujours de ce que nous disaient les équipes antifraude. C'est que, parce qu'en fait, des solutions de détection automatique de la fraude à l'assurance, ça existe depuis longtemps, au moins depuis le début des années 2000. Donc nous, ça c'était en 2011, ça existait déjà, donc ils en avaient déjà eu. Ce qu'ils nous disaient, c'était que le plus important pour eux, c'était pas en fait de savoir si un cas est suspect, mais c'est de savoir pourquoi il est suspect. Alors peut-être pour expliquer le concept général, du coup, qui existait avant nous, ces solutions, donc, elles vont tourner sur, de base, les données de l'assurance, je pourrais détailler, et elles vont générer des alertes. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle de détection automatisée de la fraude, ce qui est automatique, c'est la détection, c'est pas la gestion de la fraude. Derrière, c'est justement ces personnes-là, les gestionnaires de fraude, qui vont ensuite regarder les alertes et qui vont dire « Ah tiens, sur ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose de louche », et qui vont prendre le dossier en main. Ils vont aller peut-être investiguer, récupérer plus d'informations et à la fin décider s'ils payent ou non. Il y a tout un tas de façons de faire. Et on parle d'assurance IARD basique. Alors on avait démarré sur l'IARD, effectivement, basique au sens le plus commun, donc auto particulier, habitation. D'accord. Mais ensuite on a étendu à plein de lignes métiers, dont la santé, qui est
un peu un monde à part. Ouais. Mais aujourd'hui, on couvre beaucoup de choses. On a aussi étendu à la vie, enfin plutôt mode prévoyance. Et puis on a aussi des lignes un peu plus exotiques. D'accord, donc il y avait une identification qui était faite, mais une gestion manuelle des cas, c'est ça, des sinistres, qui s'organisait comment ? Cette gestion des cas, des cas de fraude, c'est une investigation qui peut être plus ou moins complexe. Enfin, chaque situation nécessite une approche. Et en fait, le point fondamental, c'est de comprendre qu'elle est pas vouée à être automatisée, cette investigation. Les investigateurs, ils apportent une valeur majeure. Et c'est grâce à eux que derrière, l'assureur peut éviter de payer les cas de fraude et donc faire des économies. C'est clair. Et donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'était qu'une solution informatique n'est utile que si elle est utile à ces gens-là. Tout à fait, ouais. Et ce qu'il nous disait, c'est que pour que ce soit utile, on a besoin de comprendre s'il y a une alerte, pourquoi l'alerte pense que c'est suspect. Si l'alerte dit juste c'est suspect à 98% sans expliquer pourquoi, D'accord. ou si elle donne des explications mathématiques qui en gros n'ont aucun sens pour la personne, ça les aide pas. Ouais. En fait, ils ont besoin de comprendre pourquoi, parce que face à un cas, ils ont besoin de contexte. Ils ont besoin de contexte pour les guider en fait, pour savoir quoi aller chercher dans leur investigation, parce qu'ils auraient potentiellement 100 façons d'aborder le cas. Mais si on n'aiguille pas un peu, si la solution n'aiguille pas, ils vont pas le faire, ils vont perdre leur temps. Et alors comment ils faisaient du coup ? Du coup, tous ces gens-là, ils perdaient beaucoup de temps, j'imagine. En fait, de base, il y a d'abord un processus humain que la détection automatique d'ailleurs ne vient pas remplacer non plus, parce qu'en fait, les gestionnaires sinistres entre guillemets standards, qui eux gèrent tous les sinistres, ça arrive toujours que si par exemple au téléphone ils détectent des choses aussi avec leur intuition, ils peuvent dire là je sais pas, là il y a quelque chose de bizarre dans ce cas, donc ils l'envoient aux personnes plus spécialisées pour la fraude. Ouais. Donc les gestionnaires de fraude vont toujours aller traiter ces cas-là. Et par contre, les solutions permettant cette détection de manière automatisée, jusque-là, à nos yeux, n'étaient pas suffisamment performantes. D'accord, donc vous êtes parti de ces constats assez criants. Ça vous a amené tout de suite à créer votre boîte en vous disant on va créer quelque chose pour résoudre ce pain point ? C'est ça. Aussi simple, non, ça marchait tout de suite, c'est magique quand même. Alors on sentait qu'il y avait quelque chose à faire, et on s'est dit, on avait l'impression que, parce qu'en plus l'assureur avait aussi regardé différentes solutions du marché, donc on avait pu explorer, on se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution qui répondait aux besoins, donc on s'est dit il y a quelque chose. Après on a dû finir nos études après notre stage pour pouvoir se lancer, mais c'est vrai qu'on y a été un peu de manière assez naïve, parce que entre un besoin qu'on a identifié et créer l'entreprise et réussir à... Tu vas nous expliquer comment vous y êtes pris, et vous existez déjà depuis une dizaine d'années, donc on va voir ça en détail. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ces modèles d'intelligence artificielle pour que tu nous expliques le genre de technologie qu'il faut élaborer pour répondre à ces besoins. Donc il y a tout un tas de technologies d'intelligence artificielle, mais un défaut très classique qu'on va retrouver souvent, c'est justement un manque d'explication. C'est sans doute le défaut majeur de l'intelligence artificielle, c'est que les modèles aujourd'hui arrivent à prédire des choses parfois, des choses très précises, très fines, et prédire, c'est pas que de la prédiction du futur. Par exemple, ChatGPT, par exemple, qui du coup fait beaucoup parler de lui, quand il génère un texte, en fait, c'est mathématiquement, il essaye de prédire le texte que la personne aimerait voir. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que je veux dire, c'est que, justement, en particulier ChatGPT, on sait qu'il fait des erreurs. Et c'est le cas de tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Ouais. Et il fait des erreurs, mais en plus, il n'explique pas pourquoi. Ouais. Et ça, c'était notre problème principal qu'on voulait résoudre, justement par rapport au problème métier dont je parlais, qui est que les gestionnaires ont besoin d'explications. Donc à la limite, même s'il y a une erreur, tant qu'il y a une explication, s'ils peuvent comprendre le raisonnement et qu'ils comprennent que le raisonnement est faux, du coup, ils disent « Ok, c'est bon, c'est un faux positif ». Mais il y a ce besoin-là. Donc nous, en fait, notre travail, ça a surtout été initial, et on continue encore aujourd'hui, de travailler des algorithmes qui permettent d'être très précis et en plus d'avoir des explications, ce qui fait que quand on a faux, au moins, c'est clair. Comment tu entraînes donc tu nous expliquais les données qui vont être entraînées, ce sont celles de l'assureur qui vous sont injectées dans ces modèles. Comment est-ce que tu entraînes et tu corriges au fil de l'eau les modèles pour avoir quelque chose de plus fin possible, pour être vraiment une aide à la décision ? Alors, il y a un parallèle intéressant. L'approche un peu naïve classique du machine learning ou scolaire, je dirais, qu'on apprend en master, c'est qu'on récupère un jeu de données et on a typiquement un label, donc un truc qui dit ça c'était un cas intéressant ou pas. Donc par exemple, ça pourrait être ça c'était un cas de fraude ou pas, et on pourrait partir de ces données-là. Ouais. Et sauf que notre point de départ, c'est qu'on s'était rendu compte que ces données-là ne permettent pas de répondre au problème. Ouais. Parce que ça ne ferait qu'entraîner un algorithme qui prédirait des choses, mais il serait incapable de dire pourquoi. Ouais. Et donc nous, en fait, l'approche qu'on a suivie, c'est que on utilise ces données-là de base, mais on va aller enrichir ça de beaucoup d'autres choses.
Et surtout derrière, on va demander en fait le retour des utilisateurs eux-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est un peu justement d'ailleurs Donc comme... des officers que vous aviez... C'est ça, les gestionnaires. Et les donc gestionnaires. en fait, et même on continue de le faire avec chaque nouveau client chez qui on déploie la solution, puisqu'on a toujours, en fait, il y a toujours des spécificités, même dans un pays où on a déjà beaucoup de clients, où on traite déjà les choses, il y a toujours des spécificités de l'assureur. Et donc, on va toujours avoir une dernière couche d'adaptation aux personnes, aux gestionnaires. Et du coup, le parallèle est intéressant, en fait, parce que ChatGPT, en l'occurrence, je reprends le même exemple, c'est comme ça qu'ils ont amélioré leur modèle, c'est qu'ils ont utilisé tout un tas de personnes à qui ils disaient, voilà, si vous posiez telle question et que le chatbot vous répondait ça ou ça, qu'est-ce que vous préféreriez ? Et ça donne en fait un retour beaucoup plus fort que d'autres façons plus standards. Et on a Mais un peu potentiellement une approche biaisé quand même, non ? Les personnes ? Ouais. Alors, Comment tu isoles ce biais ? dans notre cas, c'est pas forcément si impactant parce que nous, à la fin, comme je disais, ce qui compte, c'est d'être utile pour ces personnes. Donc, si ça arrive qu'on voit, il y a des équipes de gestion qui n'ont pas toutes les mêmes expertises. Ouais. Et donc, avec 2 expertises différentes, il y a des cas qui seraient très pertinents pour l'une qui ne le sont pas pour l'autre. Ouais. Et en même temps, pour cette deuxième équipe, si c'est pas pertinent et s'ils ne savent pas comment investiguer les cas, ça leur sert à rien. Ouais. Donc, il ne s'agit pas que de détecter, entre guillemets, la vérité, la fraude. Il s'agit vraiment de détecter les cas où eux vont être les plus efficaces. Et comment vous intégrez des nouveaux types de sinistres ? Parce qu'il y a plein de nouvelles assurances qui se lancent sur de nouveaux risques. Des risques, alors les risques cyber, c'est déjà des vieux risques, mais les risques, on en parlait avant d'enregistrer, de biométrie, etc. Comment est-ce que tu adaptes un modèle sur un nouveau type de risque ? Alors, nous, on avait démarré sur l'assurance auto, on a étendu à l'habitation, on a étendu à la santé aussi, qui est vraiment une grosse différence, et puis à tout un tas d'autres lignes métiers. Et en fait, pour le faire, on a décomposé nos modèles en fait, c'est pas juste un seul modèle d'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Ouais. Et ce qui permet d'en réutiliser certains qui peuvent être, parce qu'il y a des choses communes. Bien sûr. Parce que le principe de l'assurance, finalement, il s'agit toujours de collecter les informations par rapport à ce qui s'est passé et ensuite de rembourser. Et donc, on retrouve des choses en commun malgré les différents types d'assurance. Et ensuite, derrière, donc ces modules en commun, on les réutilise. Par contre, bien sûr, il y a des nouveaux modules en quelque sorte à créer ou des nouveaux modèles à entraîner sur les nouvelles données. La force aussi de notre approche, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'historique de fraude prouvé, en quelque sorte. Ouais. Parce qu'en fait, on démarre par de la détection d'anomalies et ça grandit comme ça. Et ça grandit aussi même avec des assureurs qui ont des équipes. On a eu beaucoup de cas aussi, alors c'est moins le cas maintenant, mais il y a 5-7 ans, il y avait des assureurs qui créaient leur équipe fraude et ils utilisaient notre solution aussi comme un peu point de démarrage. Et la solution grandissait aussi avec l'équipe. Alors, tu parlais de ChatGPT, il y a pas que ChatGPT, tout le monde le connaît, mais il y en a plein d'autres. Comment est-ce que vous faites, parce que ça fait 10 ans que vous existez, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à tous ces nouveaux modèles ultra performants et pour garder un edge compétitif par rapport à plein de nouveaux entrants ? Alors, nous, dès le début, justement, on avait cette vision, on voulait mettre le paquet sur la R&D, en quelque sorte. Donc, en fait, on est structuré d'une certaine façon où aujourd'hui, c'est vraiment notre plus grosse équipe, c'est de la R&D. D'accord. Ce qui est assez curieux d'un point de vue, je dirais, économique global. Ouais. Et donc, on a globalement la moitié de nos personnes qui le sont. On a plus de 200 data scientists. Et justement, tout l'enjeu, c'est de toujours pouvoir être à la pointe, donc toujours pouvoir être au courant de l'état de l'art, tester des nouvelles choses et les appliquer dans nos produits. Alors, on connaît tous, et je pense que les auditeurs ne seront pas surpris d'entendre que, alors tu vas peut-être nous contredire, mais que l'adoption des modèles d'intelligence artificielle au sein des compagnies d'assurance est encore naissant. Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait une lacune technologique sur ces modèles-là qui enlèvent quand même des gros pain points qui permettent vraiment de rendre les équipes beaucoup plus efficaces ? Disons que c'est pas forcément l'intelligence artificielle de manière générale qui les résout. Ouais. C'est vraiment la bonne utilisation. Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, avec les problèmes dont je parlais, le fait de devoir être très précis, en assurance, par exemple, les cas d'usage principaux nécessitent une très grande précision. Ouais. J'aime bien cet exemple. Si on compare au système de recommandation de Netflix, c'est connu parce que Netflix avait même lancé une compétition de recherche là-dessus. Donc, ils ont un système de recommandation, ou Amazon, par exemple. En fait, ils sont très, très peu précis. C'est très rare que les gens cliquent sur les recommandations du système d'Amazon ou de Netflix. Mais c'est suffisant, même si c'est très rare, si c'est de l'ordre de 1%, ça suffit pour leur générer des milliards à leur échelle. Ouais. Chez les assureurs, c'est pas du tout ce genre de problématique. Quand il s'agit de traiter un sinistre, par exemple, il y a un sinistre, il faut bien le faire. Il y a plein de façons de se tromper et il faut être bon à tous les niveaux. Ouais. Et
Et donc c'est une du coup, question de maturité, de techno et de... de techno et du produit, parce qu'en fait, c'est comment la techno est appliquée au produit. Ouais. Et je dirais que ça s'accompagne aussi très pragmatiquement d'un business case. Il faut aussi que la techno, du coup, vienne résoudre un problème qui, derrière, génère des économies claires. Ouais. Parce que les assurances sont toutes des grandes entreprises qui, naturellement, vont toujours prendre des décisions sur des business cases. Et donc, je pense qu'il y a aussi tout un tas d'applications qui sont potentiellement peut-être révolutionnaires, mais si on n'arrive pas à voir dès le début ce que ça rapporte vraiment, ça prend du temps à se déployer. Alors, 2 points que j'aimerais creuser encore avec toi, c'est parce que les assureurs sont par nature et par définition averses au risque. Comment est-ce qu'on peut prendre, quand on développe ces outils, comment est-ce qu'on prend en compte la sécurité de la donnée et les contraintes réglementaires type DORA qui impactent aussi les compagnies d'assurance. Comment est-ce que vous prenez, est-ce que ça fait partie du cœur dans le développement, tu parlais de l'équipe R&D, est-ce que ça fait partie du cœur aussi des problématiques que vous devez prendre en considération ? Oui, c'est vraiment un point de départ. Donc ça aussi, c'était un autre, je dirais, grand principe, qu'on a toujours énormément investi dans la sécurité. Et on a toujours fait des choix où on fait primer la sécurité sur d'autres choses. Et quand je dis ça, c'est que vraiment, ça met beaucoup de contraintes en pratique sur les personnes qui font la R&D chez nous. Ouais. Mais c'est comme ça. Donc, par rapport à l'accès aux données, par rapport à tout un tas de façons d'utiliser le code, on a énormément de contraintes dans le but justement de pouvoir avoir le niveau de sécurité maximal. Justement, dans notre dernière levée de fonds, on avait un audit de sécurité. C'est rare que ça arrive, mais ça avait été fait. Et du coup, l'auditeur avait dit qu'ils n'avaient jamais vu un niveau de sécurité tel pour une boîte de notre type. D'accord. Bravo. Merci. Et on est ISO content. 27001, ISO 27007, on vous êtes tout. Les SOC 2, top 2, type 2, enfin tout ce qu'il faut. Well done. Alors ça, c'est sur la partie sécurité, qui du coup est nécessaire pour la sécurité, qui est aussi toujours nécessaire pour la réglementation. Mais l'aspect réglementation a aussi apporte quelque chose de plus. Donc nous, en fait, au tout départ, on avait première réglementation, c'est plutôt c'est directement ce qui vient de la CPR. Donc de la CPR, on a ça a des impacts sur ce qu'on fait. Sur tout ce qui est externalisation. Oui, entre autres. Alors, disons que on va plus le ressentir peut-être dans les liens avec ce qu'on fait aujourd'hui sur la SCBFT. Effectivement, on a aussi la CNIL, où dès le début, en fait, il y avait, en l'occurrence, quand on a démarré, il y avait une autorisation de la CNIL pour la détection de fraude à l'assurance. C'était un cas d'usage très spécifique qui, du coup, donnait un peu une sorte de grille de ce qu'il fallait faire. Il y avait tout un tas de règles qu'il faut respecter. Et puis après, nous, on a eu le RGPD. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Donc, DORA, c'est une nouvelle réglementation. Alors, on a encore un peu le temps avant qu'elle entre vraiment en vigueur. Oui, tout à fait. Mais effectivement, on est toujours là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport à l'IA et le biais éthique de l'IA. Ouais. Donc, nous, on a beaucoup d'efforts sur tous ces sujets. Donc, on a nos équipes sécurité, juridique qui du coup, impactent les R&D. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte quand on priorise nos travaux. Formidable. Alors, on a parlé beaucoup dans les exemples que tu as pris d'assurance type traditionnelle, type IARD. Tu parlais du blanchiment, la criminalité financière. Vous travaillez aussi sur ces sujets-là ? Alors, c'est un produit qu'on a développé plus récemment, depuis quelques années. Mais on commence à avoir de plus en plus d'assureurs qui l'utilisent en France. En fait, c'est là où on a démarré. Et puis maintenant, on en a aussi au UK. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui était très, très fort sur les banques, je dirais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les assureurs étaient encore moins touchés. Oui, c'est clair. Mais ça, il y a toujours un délai. Il y a toujours un délai, mais ça s'est vraiment beaucoup renforcé sur les assureurs. Je crois que l'année, 2021, je crois, a été le maximum du nombre de sanctions totales que les assureurs ont eues. Et donc voilà, la pression du régulateur qui ne fait qu'augmenter. Et il y a toujours aussi, il se trouve qu'il y a une pression d'obligation de moyens parce qu'il faut pouvoir toujours utiliser des dernières technologies. Donc là, c'est là que nous, on peut aider. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, les façons de blanchir de l'argent, le blanchiment d'argent va se manifester différemment dans une banque d'une assurance. Et la différence, elle est très métier, en fait. Et donc, en fait, une solution de blanchiment d'argent pour de la banque ne s'applique pas à l'assurance naturellement. Il y a peut-être des trucs génériques sur des contrôles sur des RIB, mais il y a des trucs beaucoup, beaucoup moins génériques. L'exemple typique en assurance automobile, par exemple, c'est une personne qui va acheter un véhicule en cash, donc avec de l'argent sale, prend un contrat d'assurance et ensuite le détruit volontairement pour récupérer l'argent. D'accord. Quand on voit ce genre de comportement, donc c'est un comportement qui existe, on se dit mais qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Puisqu'ils ont dépensé l'argent pour acheter la voiture et ils récupèrent le même argent. Alors il y a des cas où ils arrivent à récupérer plus, mais sinon... S'ils se débrouillent bien. Voilà. Mais sinon ils récupèrent pareil et en fait ils récupèrent de l'argent blanchi. Oui, c'est ça. Et en fait d'ailleurs, apparemment, c'est considéré qu'en termes de blanchiment, c'est une des mécaniques les plus rentables
par rapport au trafic de drogue et autres, par rapport à tout un tas d'autres mécaniques de blanchiment. Parce qu'en général, c'est considéré que dans une opération de blanchiment, on perd 20%. Et là, tu perds quasi rien. Rien. Et donc, c'est aussi pour ça, donc non seulement il y a la pression du régulateur, mais il y a aussi de plus en plus de criminalité financière qui se tourne vers les assureurs. Intéressant. Donc, je donne cet exemple. D'autres exemples, par exemple, en santé, on va avoir des cas, par exemple, de personnes qui vont acheter énormément de médicaments. Ça, c'est ce qu'on voit. Après, la raison derrière, c'est parce qu'ils vont en fait les revendre sur du marché noir. Ouais. Et là aussi, il y a ce type de comportement. Et donc, c'est effectivement un produit qu'on fournit aujourd'hui. Top. Alors, la start-up est maintenant une scale-up qui a bien grandi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un retour sur ces 10 dernières années en nous expliquant un petit peu comment ça a grandi en termes de chiffres, de géographie et même d'investisseurs ? En termes d'investisseurs, et historiquement, donc on a fait un certain nombre de levées de fonds. On a démarré avec des investisseurs en France, dont Iris Capital en particulier, qui nous a suivis jusqu'au bout. Elia Partners aussi, qui était un des premiers. Ensuite, on est passé au UK, donc on a Accel Partners, investisseur européen. Et ensuite, on est parti aux États-Unis. Bon, c'est quand même là-bas qu'il y a le plus de fonds. Et l'enjeu était aussi pour nous d'attaquer le marché américain. Et alors, on a toujours recherché chez nos investisseurs aussi des moyens d'avoir plus de points d'entrée chez des assureurs. Parce que finalement, on vise en particulier les gros assureurs. C'est là où nos solutions ont le plus de valeur. Et donc, dès qu'on peut avoir des introductions auprès de dirigeants, ça aide. Donc, on a après ensuite fait 3 levées de fonds avec à chaque fois des investisseurs américains. C'était qui comme fonds ? Donc, on a eu General Catalyst, Bessemer Ventures, et le dernier, c'est Advent International. D'accord. Ouais, donc, on est déjà dans le PI, là. Vous êtes à quelle série ? Sérieux ? À chaque fois, je m'embrouille. Je crois que c'est série D. Ouais. Sauf que justement, dans leur cas, c'est pas du PI, et c'était justement, ils font général du PI. C'était ils voulaient justement montrer l'exemple qui se mettait à faire plus la grosse. Intéressant. Avec nous et en particulier avec une boîte non américaine. D'accord. On a été souvent les premiers non américains pour ces fonds qui avaient l'habitude de traiter avec des entreprises américaines. Ouais, parce qu'ils investissent là. Ils ont investi dans MangoPay, Advent. D'accord. Récemment. Fintech française. Voilà. Super. Super. Et alors, donc géographie, tu disais en Europe, aux US ? Alors, historiquement, on n'a pas démarré aux US. On a en fait, notre premier bureau international, c'était à Singapour. OK. Parce que, historiquement, on a pu avoir des entrées là-bas, enfin des clients là-bas. Et donc, et en Asie du Sud-Est notamment. Et donc, on a ouvert notre premier bureau là-bas. Alors, c'était un peu, donc, de mémoire, c'était en 2016. Et on était un peu en mode, comment ça va se passer ? Forcément, on essuie les plâtres. Il y a tout un tas c'est les problèmes d'ouvrir des nouveaux locaux. On peut imaginer tout un tas de problèmes logistiques. Mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien goupillé. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de bureaux principaux. Donc le principal, ça reste Paris. Deuxième principal, c'est Boston pour les États-Unis. Et ensuite, donc du coup, on a Singapour, on a Tokyo au Japon, on est au Brésil, au Mexique, à Londres, à Madrid. J'en ai peut-être oublié. Après, on a aussi d'autres bureaux, mais de représentation. Plus de représentation. Voilà, on a moins d'équipes R&D. Et au total, vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 550. D'accord. Ouais, c'est déjà bien gros. C'est déjà bien gros. On a en fait quasiment doublé l'année dernière. Et donc, on est effectivement, on a cet accès. Enfin, alors, je dis pas l'accélération parce que ayant doublé, c'est bien. Là, maintenant, il s'agit de structurer ce qu'on a. Alors, dans la phase de scaling, en termes d'équipe, tu parlais donc de l'équipe R&D, c'est le gros du pool de talents que vous avez chez vous ? Quel genre de fonction on va retrouver, enfin d'équipe ? Donc dans la R&D, donc on a une grosse partie donc de profil de data scientist. Ouais. Et puis on a sinon une grosse partie de software engineers, enfin donc des développeurs. Après il y a tout un tas d'autres fonctions IT. Autres, enfin les classiques qu'on peut avoir, les infra, les QA, les différentes choses. Et en fait, on a de plus en plus de software engineers parce que ça fait partie, enfin genre, je peux en reparler aussi, mais c'est aussi un des axes sur lequel on investit de plus en plus. Donc il y a le traitement de la donnée, mais il y a aussi du coup le software pour ensuite en quelque sorte packager tout ça pour apporter encore plus de valeur. Et puis après, bon, ça c'est la plus grosse partie des équipes. Donc R&D au global, on est, je crois, à peu près à plus de 60% des effectifs. Et après, on a assez standard, toute la partie commerciale, marketing, les fonctions support. Est-ce que vous avez des expertises spécifiques en assurance, en actuariat, etc. ou finalement, c'est le jeu de l'assureur ? Non, alors on a des expertises en assurance. C'est très important. Et ça n'empêche pas quand même de travailler avec les experts des assureurs, mais on en a nous aussi en interne. Alors,
beaucoup plus en fait dans la gestion de sinistres, ou alors maintenant on fait aussi de la souscription, donc plus dans les opérations que dans l'actuariat, parce qu'aujourd'hui nous on s'adresse beaucoup plus à cette partie de l'assurance. Nos produits ne s'adressent pas du tout aux actuaires, donc on a moins besoin, mais effectivement on en a beaucoup dans différents postes. En fait, le but n'est pas on n'a pas une équipe spécialisée d'experts, mais en fait, ils sont des postes et ils ont un peu cette casquette d'experts, mais ça permet en particulier d'ajouter beaucoup effectivement de connaissances métiers dans nos produits, ce qui est fondamental. Et en termes de modèle d'affaires, est-ce que vous avez toujours eu ce même modèle d'affaires ? Tu pourrais nous décrire exactement votre modèle d'affaires et nous expliquer comment il a potentiellement évolué au fil des années ? Alors, on a toujours un modèle d'affaires en SaaS, donc de software as a service. Ce qui à la fois veut dire qu'on déploie notre solution à travers le cloud et en même temps veut dire que c'est du revenu récurrent, c'est-à-dire que pour souscrire à la solution, il faut souscrire à un abonnement. Alors le modèle a un peu évolué au cours du temps avec différents paramètres, mais globalement c'est ça l'idée. Différents tests. C'est ça. Et voilà, et donc du coup les assureurs souscrivent un abonnement pour en fait un certain volume, un peu comme un abonnement Internet, je dirais, de consommation d'Internet. Sauf que ça dépend plus de la taille, puisque forcément ça dépend du volume que l'assureur va traiter. Donc, en fonction de ce qui est prévu. En termes de cas d'usage, tu peux nous prendre quelques exemples de cas d'usage ? Parce que tu expliquais qu'au départ, il y a une configuration qui est faite avec le client qui arrive. À quoi est-ce qu'elle sert et combien de temps ça prend ? En prenant peut-être des cas concrets de clients avec lesquels vous bossez. En citant, j'aime bien le name dropping. Alors, je peux en citer beaucoup, on en a beaucoup de publics. Si on prend un AXA, qui est un exemple où on a beaucoup de pays avec AXA, mais ça vaut le coup, c'est la même chose chez tout le monde. Donc, en fait, le point de départ, c'est un travail qui est pas très sexy, mais c'est l'intégration des données. Alors, c'est pas très sexy parce que on se dit il s'agit juste de prendre de la donnée, parce qu'en fait, on prend les données. L'assureur va nous extraire les données de son système et nous on les intègre dans notre système. Et du coup, il faut le traduire parce que nous, on a une façon de représenter les choses qui n'est pas les mêmes et chaque assureur a une façon différente. Donc, on doit le faire à chaque fois. Et donc, c'est pas très sexy, mais en fait, c'est un enjeu majeur et on a énormément investi pour le faire de la manière la meilleure possible. Et on continue de le faire. Et je dis souvent que c'est un peu notre deuxième métier, c'est d'intégrer de la donnée. Parce qu'à la fin, très souvent, et on le voit facilement, en fait, on va détecter des anomalies dans les données et on cherche des anomalies de comportement. Mais si on a mal fait les choses, on va trouver que des anomalies de données ou alors des anomalies de compréhension de données. Et on sait que c'est arrivé à certains de nos concurrents et c'est assez ridicule, mais c'est un problème pas simple. Donc nous, on a beaucoup investi pour ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez différent de beaucoup de nos concurrents, voire je crois de tous les autres. Aucun ne fait ça, puisque comme je le disais, c'est un gros travail. Et donc nous, ça fait partie de notre temps. Donc quand tu me demandais le temps pour déployer, en fait, il y a ce travail. Chez les autres, en général, ils vont demander ce travail en amont. Donc un assureur, typiquement, on sait que par comparaison, ça peut leur prendre 2 ans pour mettre les données au format d'une solution concurrente. 2 ans. Alors que chez nous, c'est nous qui le faisons. Donc déjà, ça leur coûte pas. Et ça prend 2 mois. C'est un peu plus rapide. Voilà. Et après, en rajoutant le reste de la configuration, quand on est sur un point de départ, on est sur 4 mois. Après, quand on fait des évolutions ou des ajouts, c'est plus court. Et on a toujours une sorte de socle de départ de 4 mois. Vous avez combien de clients ? Alors, ça bouge toujours. Non, j'exagère. Mais exponentiel. On est donc plus de 100, mais je crois qu'on doit être à plus de 110. Dont AXA. AXA est un des clients. C'est plus que un, puisqu'on est dans 10 ou 12 pays maintenant. D'accord, ok. Alors, justement, on parle d'AXA, moi j'aime bien parler d'acquisition, parce qu'au départ, c'est toujours un petit peu balbutiant, donc tu signes un premier, un deuxième client, etc. Ça reste assez monocanal. Comment est-ce que vous avez fait évoluer cette acquisition ? Et j'aimerais justement que tu nous expliques comment certains partenariats, alors je pense à Salesforce par exemple, mais peut-être que ce n'est pas le plus évident, aident justement à accélérer cette acquisition. Donc oui, il y a Salesforce. Alors il y a Guidewire aussi qui est très spécifique à l'assurance, mais qui du coup a un point d'entrée, en particulier sur la gestion de sinistres. Là où Salesforce est beaucoup plus implanté sur la partie de souscription. Guidewire est très implanté sur la gestion de sinistres, donc c'est un acteur majeur pour nous de ce point de vue-là. En fait, d'une certaine façon, ces partenariats, ça nous permet vraiment d'une certaine façon de cocher des cases déjà de base, puisque si on n'est pas intégré dans les systèmes, pour les assureurs, c'est pas possible. D'accord. Puis derrière, ça permet aussi d'accélérer les déploiements, puisque quand on est déjà intégré, donc les 4 mois dont je parlais, c'est hors système. C'est pas parmi ces systèmes-là. Sur ces systèmes-là, c'est plus rapide. J'imagine. On a des exemples où on a pu le faire en 2 semaines, par exemple.
Et alors, c'est un des axes qu'on a pris pour notre développement économique, mais c'est pas le principal. Notre principal axe, ça a été de la vente directe. Ouais. De la vente directe. On a eu peut-être un peu de chance aussi pendant beaucoup d'années. On avait beaucoup de requêtes entrantes. Donc, on n'avait d'ailleurs pas beaucoup investi dans le marketing. Ça venait tout seul. On a eu un peu cette chance, ouais. sans doute grâce à notre positionnement aussi, mais on a Ouais. eu donc un certain nombre de cas où des assureurs faisaient des appels d'offres et ils identifiaient qu'il y avait la solution Shift qui existait dans tous les pays. C'est comme ça qu'on a été au Japon, par exemple, Excellent. un assureur japonais qui, du coup, nous a trouvé et donc après, on a gagné. Et après, c'est sûr que, on a gagné parce qu'en fait, chaque contrat, en particulier quand c'est des appels d'offres, il faut rester concentré pour être sûr qu'à la fin, on arrive à remporter l'appel d'offres puisque c'est des ventes qui sont très longues. Ouais. Alors, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que suivant les zones géographiques, parce que vous êtes vraiment implanté partout dans le monde, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres? Genre le canal direct, je sais pas, en Europe, En termes de stratégie de vente, on n'a pas forcément vu aujourd'hui de différence. Ouais. On a des pays où on avance mieux que d'autres, mais il y a d'autres facteurs. En particulier, déjà, il y a des stratégies plutôt, je dirais, de product marketing, dans le sens où il y a des aspects du produit qui vont plus résonner dans certains pays que d'autres. Il y a des besoins plus... et donc, du coup, on a un produit global, mais parfois, dans certains pays, ils vont utiliser plus certaines fonctionnalités que d'autres. Donc, c'est plus comme ça, je dirais, qu'on l'approche. D'accord. Alors, Advent investit chez vous. Moi, je voyais plutôt Advent comme un fonds de PI. Et je me demandais en quoi le fait que des fonds beaucoup plus gros et dans une logique de private equity peuvent éventuellement modifier la stratégie que vous avez déployée et que vous êtes en train de déployer. Est-ce que tu as senti une différence ou finalement c'est encore trop tôt peut-être pour... Non, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement eu de différence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fonds a un peu se fait sa thèse quand il investit. Et on a plusieurs axes stratégiques qu'on suit en parallèle. Et donc, chaque fonds va un peu mettre l'emphase sur certains. Donc, Advent, par exemple, leur gros axe stratégique, c'était si on arrivait à faire ce qu'on a fait sur le marché de l'assurance santé aux États-Unis, ce serait le jackpot en quelque sorte, puisque c'est un marché gigantesque. C'est vraiment sans commune mesure. C'est 70% de l'assurance santé mondiale. C'est juste gigantesque. Et c'est un seul pays. Donc eux, c'était un peu leur thèse, mais c'est un marché aussi très spécifique avec des concurrents spécifiques et autres. Donc c'est un de nos axes stratégiques d'ailleurs, sur lequel on progresse. Donc eux, par exemple, vont un peu mettre l'emphase là-dessus quand d'autres vont regarder d'autres axes. Ouais. Après, de toute façon, quand on a une évolution classique de start-up vers scale-up, où naturellement, on a toujours cette logique de on accepte au début de cramer du cash pour croître, et puis de plus en plus, on a toujours, plus on a grandi, plus on doit avoir plus on doit être naturellement de plus en plus efficace avec une sorte de chemin vers la rentabilité qui est toujours à portée de vue, quoi. Ouais. Et vous l'avez là? Et on l'a toujours, bien sûr. Non, mais vous êtes rentable? Pas encore. Non, on n'est pas. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça fait partie des. On a toujours. Mais ça, c'est l'évolution un peu classique des startups et même parfois au-delà. Hein. Amazon a été rentable plusieurs années après être déjà très très gros. Ouais. Donc les stratégies se discutent, mais naturellement. Mais ça, c'est le cas de tous les fonds. C'est pas spécialement les gros fonds qui vont plus insister que les plus petits. Super. Alors, vous avez attaqué l'assurance. Est-ce que vous avez envie d'aller développer d'autres modèles pour d'autres industries? On s'est posé la question au tout début. Ouais. On avait notamment une opportunité sur la fraude au e-commerce, mais c'était vraiment il y a très très longtemps. Ouais. Et en fait, on s'est dit que ça n'avait pas de sens parce que c'est des marchés différents, c'est même des produits complètement différents. Il y avait le terme fraude dans les deux, mais en vrai, à part ça, il n'y a pas grand-chose en commun. Ouais. Et même quand on pense plutôt au monde financier, donc assurance ou banque, moi personnellement je connais pas du tout la banque, mais mon intuition c'est que c'est quand même fondamentalement différent. C'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas les mêmes acteurs. Donc c'est pas vraiment à l'ordre du jour. À l'inverse, par contre, en restant focalisé sur l'assurance, notre enjeu, notre but, c'est vraiment de développer toujours de plus en plus de produits pour vraiment fournir de plus en plus de valeur aux assureurs. Alors, parce qu'on n'a pas du tout regardé en détail l'offre actuelle, on a parlé du modèle d'affaires. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on conclue, nous expliquer l'offre et la proposition de valeur aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, en fait, on a démarré, on avait un produit qui était la détection de fraude au sinistre. Ouais. Aujourd'hui, on en a 6,
mais je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais rapidement, on a étendu à la détection de fraude à la souscription, D'accord. où là, en fait, il ne s'agit pas de faire du minority report et prédire telle personne, on pense qu'elle va frauder dans le futur, mais c'est plutôt de détecter si une personne qui arrive pour acheter un contrat d'assurance aurait peut-être des liens avec un fraudeur qu'on aurait déjà détecté. D'accord. C'est l'exemple majeur. Produit de LCBFT dont je parlais, Ouais. donc détection des risques liés à la LCBFT, Dans le cadre de l'assurance. dans le cadre de l'assurance. Un autre produit un peu du même genre, mais un peu plus technique assurantiel sur les recours. Donc on va détecter en fait des opportunités de recours que l'assureur n'aurait pas détectées. Intéressant. Donc c'est-à-dire dans des cas où l'assureur a payé, mais en fait il pourrait se retourner contre un autre assureur ou un autre tiers et Ouais. se faire rembourser. Ouais. Et ça aussi, donc il y a des grosses sommes d'argent impliquées et pareil, l'IA vient aider là-dessus. Et on a 2 derniers produits où là en fait on va plus sur la gestion standard, mais dans le but de l'automatiser ou de l'accélérer. D'accord. Un produit spécialisé sur la déclaration des sinistres et l'autre produit spécialisé sur le traitement des documents pour les sinistres. Super, écoute, c'était hyper intéressant. Je suis dégoûtée que ce soit la fin, mais c'est la fin, il faut conclure. Je t'avais dit que j'allais te demander à la fin un petit reco de livre. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes avant qu'on se quitte? Moi, j'aime beaucoup la science-fiction et donc les classiques d'Isaac Asimov, donc les fondations ou robots. Ouais. Je les aime beaucoup et ce que je trouve intéressant, c'est que même s'ils ont été écrits quand même dans les années 60, il y a tout un tas de principes qui restent encore d'actualité. Donc je les trouve très intéressants. Merci beaucoup, Eric. Merci, À bientôt. à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!